Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour France-Lise, merci d'avoir accepté de venir témoigner de tes expériences, puisque tu as 2 enfants. J'aimerais que tu nous indiques dans un premier temps quelles sont en tout cas les émotions que tu as ressenties à la naissance de tes 2 enfants, donc ton fils, ton aîné, et après ta fille. Bonjour, enchantée. Eh bien, pour le premier, j'étais un petit peu perdue. Mes 2 enfants sont arrivés par césarienne, mais c'est vrai que pour le premier, j'étais pas aussi bien préparée que pour la seconde. Et j'étais un peu perdue dans les émotions. Je savais pas trop ce qui se passait. J'avais l'impression d'être assez étrangère à ce qui se passait. D'accord, tu développeras un petit peu plus après. Donc... Et pour ta fille, du coup, donc le premier, on peut dire que tu as été perdue. Ah oui, un petit peu, oui. Ouais. Et pour la deuxième, par contre, j'étais beaucoup plus confiante, où là, j'ai davantage affirmé ce que je voulais et comment je voulais que se passe la naissance. Donc, du coup, j'ai eu un sentiment de plénitude, on va dire, quand elle est arrivée, malgré une césarienne. Et j'ai beaucoup plus... Je l'ai mieux vécu. D'accord, c'est justement ça qu'on va développer un petit peu plus, que tu vas nous expliquer. Donc, tu peux nous rappeler donc, du coup, ta famille, quels âges ils ont, tes enfants, ton mari, tout ça. Alors, mon mari, lui, a 31 ans. Ouais. Moi, j'en ai 27. On a eu notre premier enfant en 2019. Donc, c'était une césarienne. Il n'a pas pu être présent pendant l'accouchement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, notre fils Mathéo a 3 ans et demi. Il va faire 4 ans en août. Et là, la petite dernière, Lilou, qui est arrivée le 14 avril, par césarienne aussi. Mais là, c'était complètement différent puisqu'il a pu être présent avec moi. Donc, on était tous les 2 ensemble. Est-ce que rapidement, tu peux nous raconter la grossesse de Mathéo, rapidement la grossesse, l'accouchement, pourquoi du coup, cette césarienne, etc. Voilà, alors, donc la grossesse, que tout se passe bien ou pas La grossesse, tout s'est très bien passé. Mon début de grossesse, j'ai eu un décollement de la poche, donc j'ai très vite été arrêtée et j'ai passé quasiment toute la grossesse en arrêt. D'accord. Donc j'avoue que c'était ma meilleure vie. Ouais. Oui, j'étais heureuse, épanouie d'être enceinte. C'était, franchement, j'étais très bien enceinte. Et pour l'accouchement, c'était une césarienne parce qu'il était en siège et j'avais très peur d'accoucher par voie basse. Voilà. Tu sais d'où te venait cette peur ? De rendez-vous avec le gynécologue qui n'était pas forcément très dans l'empathie et dans l'explication. Donc, ça s'est très vite transformé en angoisse d'accoucher, en fait, par voie basse, surtout pour un premier. Et du coup, je ne dilatais pas, j'avais des contractions, mais ça n'avançait pas. Et j'ai eu quand même la chance de tomber sur une sage-femme qui était plus à l'écoute et qui m'a su me rassurer. Mais du coup, c'est moi qui ai pris la décision quand même de faire cette césarienne parce que j'angoissais beaucoup trop. Ouais. Tu veux dire qu'en fait, l'accouchement s'est déclenché naturellement ? Oui. Voilà, donc tu as eu des contractions, tu t'es mise en travail spontanément en fait. C'est ça. Mais donc, pendant ce travail, tu étais angoissée en fait. C'est ça.
Ouais, j'appréhendais énormément. Et de toute façon, dans ma tête, c'était dit ce sera une césarienne parce que j'avais peur que ça se passe mal, que on doive sortir des instruments, que en plus le gynécologue m'avait dit qu'il avait le cordon à côté du cou, donc ça c'était angoissant aussi. Pourtant, j'avais fait les examens nécessaires et le gynécologue urgentiste qui était là m'a dit ça passera. Ouais. Vous avez le bassin pour, mais non, j'étais bloquée. Donc du coup, tu avais plein d'informations qui t'indiquaient, qui te faisaient peur, en fait, qui t'apportaient de l'adrénaline, du coup, le stress, l'angoisse de dire il y a un cordon, c'est un bébé qui n'est pas positionné la tête en bas, alors que maintenant, c'est vrai qu'on sait que bon, le bébé en siège, on ne sait pas quel siège, mais voilà, certains sièges sont vraiment considérés maintenant de plus en plus comme des accouchements normaux, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, tout dépend effectivement du praticien et voilà, de sa volonté, de son expérience, de son vécu et de tout ça. Donc là, en tout cas, on t'a transmis beaucoup d'inquiétudes. C'est ce que toi, tu as ressenti en tout cas. Hein, c'est comme ça que tu l'as vécu. Et donc, du coup, tu voulais vraiment, même si l'accouchement se déclenche spontanément, tu veux aller en césarienne. Oui, c'est ton objectif. Oui, dans ma tête, c'était clair. Je voyais pas d'autre alternative. Et puis, mon corps, de toute façon, me parlait aussi parce que le gynécologue urgentiste me faisait un petit peu culpabiliser sur le fait que j'avais le bassin pour que ça passe, qu'il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais j'étais tellement bloquée qu'effectivement, même la sage-femme qui était présente m'a dit ça fait plusieurs heures que vous contractez, vous dilatez pas du tout. Ouais. Écoutez-vous, de toute façon, votre corps parle pour vous. C'est-à-dire qu'on peut difficilement laisser ouvrir son corps quand on est dans une situation comme la tienne, quand on est stressé à l'idée de faire naître son bébé, angoissé, dire que c'est pas la bonne manière pour toi d'accoucher par voie basse, voilà, c'est ce que tu te disais. Donc le corps, il s'ouvre pas, quoi, ça c'est une certitude. Mais tout ça venait de ces informations que tu avais transformées et en tout cas enregistrées comme de la peur. C'est ça. Ça m'a paralysée. Je me suis dit, mais... Ça t'a paralysée. Tu vois, là, tu me dis un mot qui est hyper intéressant. Paralysée. Tu imagines dans ton corps ce que ça fait d'être paralysé ? Il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Donc, est-ce que pour autant, tu l'as bien vécu, cette césarienne, puisque du coup, tu pars en césarienne pour Mathéo ? Alors, je l'ai bien vécu dans un sens où, médicalement parlant, tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, il est sorti en bonne santé. Moi-même, l'opération s'est bien passée. Il n'y a pas eu de complications ni quoi que ce soit. Là, tu parles avec ton cerveau qui réfléchit. Après, côté émotionnel, c'était un hôpital où les papas n'étaient pas acceptés dans la salle d'accouchement. Donc, du coup, il a attendu à l'extérieur du bloc. C'était pas évident. D'autant plus que la sage-femme en qui du coup j'avais un petit peu reporté ce besoin d'apaisement et de soutien n'était là que jusqu'à la sortie de mon fils. Après elle est partie, donc je me suis retrouvée un petit peu, c'est assez impressionnant se trouver là dans le bloc. On nous explique pas forcément avant comment ça va se passer et du coup moi je sais que ça m'a quand même un petit peu perturbée d'avoir cette prise en charge médicale assez cadencée sans vraiment m'expliquer ce qui se passait. Manque d'informations, ce que tu disais au début. Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est vrai que quand mon fils est sorti, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce qui se passait. Je savais que c'était à moi, mais je l'ai pas accueilli comme j'imaginais l'accueillir quand j'étais enceinte. Et j'ai été un petit peu squeezée par l'équipe derrière. Mais il faut qu'elle lui parle, il faut qu'elle l'embrasse, il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais moi, j'étais complètement... J'étais tout paralysée, quoi. Je le regardais, je lui ai fait un bisou, mais j'étais complètement étrangère. Sous le choc ? Ouais, c'est ça. Je me sentais vraiment étrangère à tout ce qui se passait, en fait.
Donc après, ça m'a donné un énorme sentiment de culpabilité parce que du coup, derrière, j'entendais qu'il fallait que je fasse ci, qu'il fallait que je fasse ça. Et du coup, je me suis dit, mais je fais pas ce qu'il faut. Donc ça m'a énormément peinée. Après, mon fils est parti, a rejoint son papa pour faire du pot à pot pendant qu'il finissait l'intervention avec moi. Et j'ai eu quand même de la chance dans le principe où en salle de réveil, j'étais seule. Donc pendant les 2 heures de surveillance, l'anesthésiste qui était en surveillance m'a proposé de faire venir mon mari et mon fils. Donc j'ai pu faire du pot à pot pendant le réveil. Et là, c'est là vraiment que j'ai soufflé. Je me suis dit, ça y est, il est là, c'est mon fils. Et j'ai eu ce sentiment de vraiment de se laisser porter, d'être bien. Voilà. Mais c'est que à ce moment-là. Parce qu'avant, quand on te l'a proposé d'embrasser ton fils, t'étais dans le bloc. Oui, c'est ça. Dans une situation que ton corps n'a pas reconnu, ton esprit primitif n'a pas reconnu comme étant la naissance de ton enfant. Puis il y a des femmes, même dans des accouchements tout à fait physiologiques, sont aussi sous le choc un peu, donc ça demande du temps et pas de pression extérieure pour que ça vienne. Mais je comprends effectivement que dans la mesure où est-ce qu'on t'a informé, du coup, j'allais dire, mais je te pose la question, on t'a informé des étapes de quand sortait ton bébé, ou te dire, là, je sors votre bébé, des choses comme ça? Alors, le gynécologue qui opérait, effectivement, au moment où il ouvrait, il m'a dit, j'incise. Après, il m'a dit que vous allez entendre un gros bruit, c'est quand ils aspirent tout le liquide, ce qu'il y a dans l'utérus. Et après, oui, il m'a informé, ça y est, je le sors. D'accord. Voilà, donc ok, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on suit le mouvement. Donc oui, il m'a donné différentes étapes. Après, c'était bref, et voilà, juste, je vous dis ce que je fais, Est-ce que tu sais ce qui t'a manqué? Surtout de la participation, parce que j'ai vécu ça comme un accouchement très passif. D'ailleurs, pour moi, je n'avais pas l'impression d'avoir accouché. Et quand j'étais enceinte de ma fille, on me disait, oh là là, mais ça va, j'appréhendais l'accouchement. Et on me dit, mais ça va, t'as déjà un enfant? Je dis, oui, mais j'ai pas accouché. Et c'était ma phrase, j'avais pas l'impression d'avoir accouché pour le premier. Et cette impression d'être très passive et de pas... de pas subvenir à ce besoin de moi-même faire les choses, vraiment ce sentiment de j'ai expulsé mon enfant, c'est moi qui l'ai fait. Ça, j'avais pas ça du tout. C'est souvent ce qui arrive dans une césarienne, quand il y a une césarienne, et c'est pour ça que de plus en plus on va inciter les parents à préparer un projet, d'ailleurs quand il y a une césarienne programmée ou pas du tout, ou c'est pas du tout envisagé. Mais il y en a qui ont envie de préparer quand même un scénario, un projet de naissance pour une césarienne. Et voilà, il y a de plus en plus de parents qui demandent à être acteurs, actrices de ce moment-là, de vouloir pousser, etc. On verra peut-être que ce que tu as fait pour Lilou, je ne sais pas. Tu vas nous dire après. Comment tu as vécu le postpartum du coup avec ton fils, les premiers jours? Bien, j'ai de suite été très, très maternelle, beaucoup dans la protection. J'ai vraiment eu... voilà, c'est à moi, ça bouge plus de là. Voilà. Après, je souhaitais l'allaiter, mais malheureusement, moi, avec une césarienne, c'est un peu plus compliqué que sur un accouchement physiologique. Donc... ça a été compliqué et c'était un petit peu ma déception dans le sens où j'ai pas pu... il a fallu lui mettre des bibis en place parce que la montée de lait n'arrivait pas. Et c'est vrai que du coup, une petite frustration de ce côté-là parce qu'il est parti du coup sur un allaitement mixte, donc les maternisés et les maternelles. Et là aussi, l'équipe n'était pas forcément très à l'écoute et rassurante. C'était vous avez pas, il faut lui donner ça parce qu'il perd du poids, parce qu'il faut qu'il mange, et voilà. C'était pas tellement soutenu au niveau de l'allaitement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai eu l'impression d'être un peu squeezée. Donc j'ai suivi le mouvement parce que forcément on se dit de toute façon si on nous le dit c'est que c'est vrai, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc du coup j'ai suivi le mouvement, mais ça reste quand même petite frustration.
Après, sinon, au niveau du rapport avec mon fils, c'était hyper fusionnel. Enfin, je l'avais tout le temps avec moi. J'ai bien vécu quand même le post-accouchement malgré tout. Bon, super. Et donc, du coup, un jour, tu deviens enceinte une deuxième fois. Voilà. C'était voulu, c'était... voulu, ouais, super. Ouais. Donc après, combien de temps ils avaient d'écart du coup ? Ils ont 3 ans et demi d'écart. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Est-ce que tu envisages déjà ce que tu vas vouloir pour cette grossesse ? Est-ce qu'il y a des choses, enfin pour l'accouchement en tout cas, qu'est-ce que tu te dis ou tu n'y penses pas du tout Alors, j'y ai pensé et au début, ma première idée, c'était comment je vais faire pour accoucher ? Je ne sais pas accoucher et ça m'angoissait. Et puis après, je me posais la question si ça allait aussi être une césarienne, puisque ayant un utérus cicatriciel, les gynécologues expliquent que c'est plus surveillé, qu'à la moindre complication, c'est une césarienne, etc. Donc déjà, je me disais, est-ce que je vais pouvoir accoucher en voix basse ou est-ce que ça va être aussi une césarienne ? Donc je me suis laissée un petit peu porter au début en essayant de pas trop y penser. Et puis après, au fur et à mesure que la grossesse a avancé, qu'on m'a annoncé qu'elle était en siège aussi, que c'était un gros bébé, donc annoncé à plus de 4 kilos, mais bon, c'est que des indications, mais quand on nous le dit, forcément, on le croit et on suit ce qu'on nous dit. Donc là, je me suis dit, c'est bon, allez hop, rebelote, césarienne. T'étais toujours suivie au même endroit, par le même gynéco ? C'est ça, j'étais toujours avec le même gynécologue et on m'a découvert un diabète tardif. Donc ma sage-femme qui me suivait aussi pour la grossesse de façon mensuelle m'avait envoyée chez le gynéco qui m'avait fait accoucher de mon premier enfant et qui me suivait au point de vue gynécologique. Et m'a rionné avec ce fameux diabète. Non, c'est pas ça, machin. Donc j'ai été un petit peu... j'ai dit mince, les discours ne correspondent pas, je comprends pas ce qui se passe. Qui je dois croire et pourquoi ils ont deux discours différents. Voilà. C'est perturbant. Donc j'en ai rediscuté avec ma sage-femme qui m'a conseillé de demander un deuxième avis, puisque de toute façon ce gynécologue me passait moyennement par rapport à mon premier accouchement. Bah oui, parce que finalement, il te plaisait pas tant que ça. Bah non, puisqu'il m'avait fait culpabiliser pour le premier. Donc, du coup, j'étais allée le voir parce que Par habitude. Voilà, par habitude. Mais et c'est vrai que son discours... j'ai dit non, ça, je peux pas accoucher avec lui, c'est pas possible. Non, je veux pas. Donc, je suis allée demander un deuxième avis. Et je suis tombée sur une gynécologue très à l'écoute. Qui du coup m'a bien pris en charge et vraiment oui, j'étais plutôt satisfaite parce que c'est vrai qu'avec les gynécologues, moi ma hantise c'est de ressortir de la consultation et d'avoir encore 15 000 questions qu'on n'a pas eu le temps de poser et ça voilà, donc c'est vrai que pour ça être suivie par une sage-femme, j'ai trouvé ça très très bien. Et là, pour le coup, cette gynécologue, non, quand je suis ressortie de la consultation, j'avais posé toutes mes questions. Donc après, j'étais beaucoup plus préparée à la consultation ayant une première expérience. Donc les questions étaient très ciblées. Et elle-même m'a rassurée sur le fait que même si c'est un gros bébé, même s'il est en siège, même si j'avais un utérus cicatriciel, à tout moment, elle pouvait se tourner, il pouvait se passer quelque chose qui faisait que on pouvait partir sur un accouchement physiologique. Donc elle m'a dit vraiment, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Après, bien sûr, étant donné qu'il y a un antécédent médical, on fera ce qu'il y a de mieux pour vous et pour le bébé, forcément. Mais c'est pas une césarienne définitive et programmée obligatoirement. Donc c'est vrai que ça m'a permis de souffler, de me sentir un peu plus confiante par rapport à ça. Parce qu'on peut dire que tu étais rassurée aussi, cette gynéco a été rassurante. Oui. Elle m'a dit de toute façon, on fera ce qu'il faut. Et moi, je pars du principe que vous ferez un accouchement voix basse. Après, s'il y a un indicateur qui indique que c'est pas bon pour vous ni pour le bébé, on va pas non plus tenter le diable. Mais elle n'était pas fermée en disant oui, ce sera une césarienne. Et puis voilà. Donc c'est vrai que ça m'a permis de souffler un petit peu. Et donc du coup, tu sors de cette consultation bien rassurée, bien confiante. Tu te dis que tu te sens d'accoucher par voix basse. Finalement, ça c'est ok. Ouais.
Ouais, ça m'angoissait quand même un petit peu. Même parce si que tu avais pour toujours moi, un bébé en siège. Voilà, c'était une première expérience et j'avais encore un bébé en siège, donc je me disais mince. Mais quelque part, oui, je me sentais un petit peu plus... j'étais moins fermée comme pour mon premier en me disant ce sera une césarienne. Voilà. Là, je me disais, bon, on va faire... D'ailleurs, j'ai préparé des projets dans les deux sens, césarienne et accouchement voix basse, en me disant, de toute façon, on va se laisser porter et on fera ce qu'il advient de faire sur le moment. Tu as la possibilité de faire ce que tu as prévu dans plein de cas différents. Donc, du coup, tu n'es jamais prise au dépourvu, finalement, quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est top. Et donc, du coup, les jours passent. Est-ce que est-ce que Lilou change de position? Non. Pas du tout. Pas du tout. Lilou continue de bien grandir et grossir et ne change pas du tout de position. Donc, Lilou finit par arriver sur la programmation puisque malgré tout, elle m'avait quand même dit si elle ne me laissait pas aller jusqu'à terme puisqu'effectivement, au niveau des parts centielles, elle était quand même assez haute dans la norme. Donc, elle m'avait expliqué que de me laisser aller jusqu'à la fin de la grossesse, c'était assez risqué par rapport à l'utérus qui était cicatriciel et que c'était prendre des risques qui n'étaient pas... Parce que tu cumulais en fait quand même pas mal de choses. Ouais. Donc, elle a considéré que, si je ne me trompe pas, elle a considéré, que tu avais un diabète gesta. C'est ça, voilà, donc qui était modéré, mais elle a considéré qu'il y en avait un. Ce qui pouvait aussi changer la donne sur le poids du bébé. Exact. Puisque là, moi j'ai toujours, on crée les bébés qu'on peut, enfin je suis pas la seule à le dire, mais on crée les bébés qu'on peut sortir, mais c'est vrai que là il y avait un facteur qui est venu perturber peut-être ce qui était prévu par la nature, entre guillemets. Donc ça faisait beaucoup de facteurs. Bébé en siège, un utérus cicatriciel, un diabète gesta. Oui, voilà, ça cumulait. Ouais, ça cumulait. Donc du coup, elle s'est dit, bon, c'est plus sage de partir sur une césarienne programmée. Voilà, c'est ça. Donc 15 jours avant la date. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé puisque la Miss n'était pas décidée à sortir plus tôt par rapport à son frère, qui lui est arrivé une semaine avant la date programmée. Date prévue, ouais. Donc du coup, je suis rentrée la veille de la césarienne à l'hôpital. Et le matin, je suis passée au bloc. Mais par contre, forte de ma première expérience et de notre première expérience avec mon mari, j'ai décidé de ne pas accoucher dans le même hôpital. Donc, du coup, là, on a choisi un service où il pouvait être présent sur l'opération et ça change tout. Enfin, en tout cas, pour moi. C'est l'hôpital où se trouvait la gynéco qui t'a rassurée. C'est voilà. ça. Ah ouais, donc dans cet hôpital-là, non seulement tu avais trouvé une gynéco qui était beaucoup plus à l'écoute, rassurante et qui te donnait les informations dont tu avais besoin, et en plus, dans cet hôpital, on accueille les papas en césarienne. C'est ça, et beaucoup plus ouverte aussi, puisque quand je lui ai proposé mon projet de naissance, j'avais fait le projet voix basse et le projet césarienne, elle était assez ouverte quand même à ce que je demandais. Et, alors, qu'est-ce que tu demandes? Tu veux bien nous partager ce que tu demandais du coup, fort de ton expérience première? Je demandais que le papa puisse couper le cordon, parce que c'est vrai que ça avait beaucoup manqué à mon mari sur le premier accouchement. J'ai demandé de pouvoir utiliser le Winner Flow. Alors on précise que c'est un petit sifflet mais qui siffle pas et dans lequel on peut concentrer comme ça sa respiration et son souffle. C'est ça. Donc ça je l'avais vu avec ma sage-femme pendant les cours de préparation. Et apparemment ça sert énormément pour les accouchements voix basse, mais ça peut servir aussi pour les césariennes. Donc la gynéco n'était pas tellement convaincue, mais est restée quand même ouverte à ma proposition et m'a dit oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça change rien pour elle. Toi, tu te concentres sur ta respiration, puis c'est ça. Ça te donne le sentiment aussi. Ça te donne le sentiment. Ça te permet de réaliser que tu donnes naissance à ton bébé. C'est ça. C'est ça. Et puis mécaniquement, vu qu'on est sur une expulsion d'air, ça contracte malgré tout le diaphragme qui pousse l'abdomen et qui aide à faire sortir le bébé. Donc c'est vrai que j'ai pu l'utiliser et ça c'était top. J'ai demandé à ce que le cordon soit pas coupé de suite. Mais bon, ça, on m'a expliqué que, étant donné les températures au bloc, etc., ça pouvait pas se faire comme un accouchement voix basse.
Donc, ça, bon, je comprends aussi, hein, on ne peut pas non plus demander... de toute façon, on demande toujours. Voilà. Ce qu'on veut, on le demande. Voilà, c'est sur le projet. Après, on discute. C'est ça. J'avais demandé aussi de faire la tétée d'accueil, mais pareil, étant au bloc, je pouvais pas. Et c'est vrai que là, par contre, comme c'était un hôpital un peu plus grand, en salle de réveil, c'était pas possible qu'on m'amène l'enfant. Donc, par contre, comme j'avais donné le projet de naissance la veille, on avait pu du coup s'organiser et le matin de l'intervention, j'ai pu extraire du colostrum et donc du coup elles lui ont donné à la seringue quand elle est née. Donc ça, voilà, même si c'est pas moi qui l'ai eu pour le faire, j'étais quand même contente qu'elle puisse l'avoir à la sortie. Voilà. Et voilà, dans l'ensemble, c'était les grandes lignes du projet de naissance. Est-ce qu'au moment de l'expulsion, elle t'a dit, voilà, je sors votre bébé, et donc du coup, tu as pu te concentrer, souffler dans ton winner flow? Oui, exactement. Là, l'accouchement n'avait rien à voir avec le premier. Déjà, au niveau de l'équipe médicale, il y avait une très bonne prise en charge, très rassurante. Donc ça, c'était cool parce que une bonne ambiance, on rigolait, c'était beaucoup moins... je sais pas comment dire, mais pas archaïque, mais c'est strict. Voilà, un peu. strict. Ouais. Voilà, c'était beaucoup plus. C'était une opération comme une opération de la rate, quoi. Ouais, voilà, c'était très un technique. peu plus cool. Là, c'était un peu plus dans la rigolade, tout ça. Une bonne prise en charge, surtout. Et une explication sur tout ce qui se passait. Donc, quand elles m'ont branché les perfusions, quand elles m'ont placé avec même ne serait-ce que le brassard pour la tension, l'anesthésiste m'a vraiment tout expliqué, tout ce qu'elle faisait. Voilà, c'était pas je pose, j'installe, et voilà. Là, c'était vraiment je vous installe et je vous explique ce qui se passe et ce que je fais et pourquoi je le mets et ce que je vous mets en perfusion, etc. Donc, on se sent un petit peu plus... maître de la situation parce qu'on se dit ça va, elle me fait ça, ok, d'accord, c'est et bon. Oui, tu comprends ce qu'on te fait. C'est ça, voilà, on n'est pas spectateur, quoi. On se sent beaucoup plus concerné. Et étant donné que mon mari a pu être présent, donc il est arrivé une fois que j'étais installée, étant donné qu'il a pu être présent, c'est lui qui, au moment où la gynécologue m'a dit là on arrive sur la petite, ça y est, j'incise l'utérus, je vais la sortir, vous pouvez souffler. Donc c'est lui qui m'a mis le winner flow dans la bouche parce qu'on a les perfusions et le brassard, donc on peut pas vraiment bouger les bras. Donc c'est lui qui me l'a mis dans la bouche, j'ai soufflé. Donc c'était un travail d'équipe et c'est vrai que ça fait plaisir parce que d'une, on se sent active sur l'accouchement parce qu'on expulse, et de deux, lui aussi s'est senti actif parce qu'il était là, il a participé. Oui, parce que l'autre parent compte aussi, c'est la naissance de son enfant. Hein. Oui. C'est vrai que ils peuvent se sentir, le coparent peut se sentir un peu complètement inutile, frustré d'avoir rien pu faire. Il s'est senti délaissé pour notre fils. Il n'a pas si bien vécu que ça. Alors il n'en parle pas beaucoup parce que je pense que les papas sont peut-être certains un peu pudiques là-dessus. Mais il s'est senti assez délaissé et voilà, ok, c'est mon fils, on me l'amène, mais... Il est passé à côté de la naissance. Voilà, c'est ça. Alors que pour sa fille, il l'a vu sortir, il a pu du coup couper le cordon, et il l'a vu aller en salle où il pèse le bébé, il regarde si tout va bien, etc. Donc il n'a pas lâché. Et après, voilà, et c'est lui-même qui me dit... je sais que c'est la mienne, quoi. Voilà, je l'ai vu sortir, je l'ai suivi, je sais que c'est la mienne. Voilà. T'imagines jusqu'à où ça va? Parce que il dit ça peut-être en rigolant aussi, mais quelque part, c'est Mathéo, quand on l'y a amené, il me dit... C'était bon, c'était pas le bon, je ne sais pas, je n'ai rien vu, j'étais assis derrière la porte et puis on m'a dit voilà, c'est votre fils. Oh là là, voilà, le choc, j'en ai les frissons. Il me dit c'est particulier parce que je te vois pas toi, l'enfant il arrive, c'est super, mais on fait confiance aux gens forcément, il n'y a pas de raison qu'ils échangent. Qui sort derrière une porte. C'est ça. C'est assez particulier quand même. Donc c'est vrai que là, pour sa fille, il était vraiment content. Non pas qu'il n'était pas content de son fils, bien au contraire, c'est pas ce que je dis. Là, on entend bien, c'est vraiment le vécu de l'instant de l'accouchement. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il
voilà, même en plaisantant, mais il m'a dit, je sais que c'est la mienne, quoi. Voilà, je l'ai suivie, et voilà. Donc, c'est vrai que ça change la donne, quoi. Oui. Au niveau du ressenti, du vécu, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, non, mais ça n'a pas, y a pas photo. Hein. Qu'est-ce qui, pour toi, tu penses à façonner ce vécu positif que tu as de la naissance de Lilou? Tu peux mettre des mots dessus, enfin moi je sais. Mais est-ce que toi tu veux nous dire ce que tu ressens dans le fait que, quel est l'élément qui a fait que tu es satisfaite, les éléments que tu es satisfaite de la naissance de ta fille? Bien déjà, on s'était vus avant que j'accouche, donc ça m'avait quand même beaucoup aidé de pouvoir discuter, d'extérioriser un petit peu mes angoisses et mes appréhensions, surtout par rapport au vécu de mon premier qui était quand même au final assez angoissant et frustrant, même si j'étais contente malgré tout qu'il soit là. J'avais un petit peu peur de la répétition de ces événements. Voilà. Après, c'est vrai que les personnes extérieures sur la deuxième grossesse m'ont beaucoup aidée, notamment ma sage-femme aussi, qui m'a conseillé d'aller demander un deuxième avis, de ne pas rester enfermée dans la situation où j'étais, qui a été très rassurante aussi. La gynécologue, pareil, qui m'a prise en charge, qui s'est voulue très empathique et rassurante. Enfin, en fait, moi, forte de mon expérience et de savoir ce que je ne voulais pas, du coup, qui se reproduisent, j'ai pu m'orienter avec les conseils extérieurs, dire en fait c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas, et ça je veux le faire comme ça je veux le vivre comme ça. Est-ce que tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, maintenant je sais que je peux voir d'autres personnes et aller chercher d'autres infos et pas rester dans un carcan qui ne me convient pas, que je prends parce que c'est le personnel médical, c'est une personne que je connais et on va faire avec. Là, tu t'es dit, je vais m'entourer d'une équipe de soutien. Alors ça, je le dis souvent aux parents, entourez-vous de votre équipe de soutien. Et c'est plusieurs personnes, c'est pas inutile. Tu l'as vu, tu l'as ressenti, de se sentir un peu porté par tous ces gens qui sont derrière toi. Et c'est ça que tu as vécu. Après, moi, je pense à une chose quand je parle d'un élément qui a façonné ton vécu. Je pense à toute cette information. C'est un peu ce que tu me dis avec ton équipe de soutien pendant la grossesse, d'avoir toute cette information, d'avoir des projets de naissance à concrétiser vraiment avec les informations que tu as reçues, mais l'information pendant l'accouchement. Oui. C'est tellement important. Ça, tu l'as redit plusieurs fois. C'est pour ça que moi, c'est ça que j'attendais. Mais c'est inscrit en toi. Tu avais ce besoin qu'on te dise ce qui était en train de se passer. Oui, c'est vrai que c'est le gros manque pour la naissance de Mathéo, que tu as voulu vraiment changer sur la naissance de Lilou. Oui, d'être plus informée, d'être plus... d'arriver à rester maître de la situation dans une situation où en fait on est pris en charge par des personnes lambda qu'on ne choisit pas, et d'avoir malgré tout ce sentiment de dire je reste quand même maître de mes décisions et de ce qui se passe malgré tout. Donc, quand tu as l'information, tu peux faire tes choix. C'est ça. Quand on sait pas où on va, on n'est pas informé de rien, on peut pas faire de choix. On se laisse porter, et là en plus par des gens qui sont inconnus. Donc c'est difficile aussi de faire confiance comme ça. Ouais, c'est difficile. Non, c'est vrai que là, en plus, pour l'accouchement, la gynécologue qui m'a suivie n'était pas là, donc c'était une autre gynécologue. Mais elle, pareil, elle m'avait prévenue, et la gynécologue est venue se présenter à moi avant l'intervention. Puis, très, très, très sympathique, très gentille. Elle t'a mis en confiance tout de suite. Oui. Et puis voilà, m'expliquer la position de ma fille qui du coup d'un siège décomplété passait à un siège complet. Voilà. Elle bouge mais... C'est ça, pas dans le bon sens. Et de me dire que les tissus par rapport à la première intervention étaient propres, rien que de savoir ça, malgré tout, ça rassure et on se dit c'est cool, elle fait attention à moi. Et elle se préoccupe de ce que je peux ressentir. Donc, c'est vrai que c'est super. Et puis, ça change le vécu, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Et du coup, le postpartum après
ça s'est bien passé. Ouais, l'allaitement. L'allaitement, ça s'est très bien passé. Là aussi, pareil, je suis tombée sur une équipe. Bon, au début, c'était un petit peu la pataugeoire parce que, comme c'était un grand hôpital, les équipes changeaient tous les jours et toutes les nuits. Voilà. Mais après, on a eu l'embellie de tomber sur une sage-femme qui est restée 2 jours d'affilée. Et qui du coup, parce que là aussi ils ont recommencé, oui elle perd du poids, il faut mettre des bibis en place, machin, et là je me suis dit non, pas encore. Ça recommence. Voilà, et du coup la sage-femme a dit non, vous allez tirer le lait, on va booster sur vous, parce que bon c'est vrai que même si j'avais du colostrum avant l'opération, je pense par 2e grossesse, le corps est plus préparé et anticipe davantage. La montée de lait n'était pas là quand même, puisque c'est quand même une césarienne, donc au niveau des hormones... La montée de lait mature. Voilà, ce qu'on appelle ça. vraiment, ou ce qu'on voit en général à J3, environ oui, voilà, J4. vraiment la poitrine qui gonfle et le lait qui est là, quoi. Voilà, ça a tardé. Lait qui coule à flot. Voilà, ça a tardé. Mais du coup, elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et puis, alors c'est vrai que ça a été un programme assez militaire. Vous donnez, vous tirez, on donne le complément de ce que vous avez tiré. Voilà, mais... et du coup, très rapidement, elle a repris du poids. Et la montée de lait est arrivée. Et puis, là, depuis qu'elle est née, je suis sur un allaitement exclusif. Et c'est que du bonheur, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une satisfaction supplémentaire. Pareil, de dire, de se faire confiance. Voilà, c'est très important. Et c'est ce qui me manquait beaucoup aussi pour Mathéo. C'est de se laisser porter par une équipe médicale qui ne se préoccupe pas forcément, qui fait son job, ça, il n'y a pas de souci, mais qui ne se préoccupe pas forcément de la mère en tant que telle. Et de son bien-être. Voilà. Et là, pour le coup, le fait d'avoir vécu ça, je me disais, pour ma fille, je veux le vivre autrement. Et je pense que du coup, tout s'est mis sur mon chemin pour que ça se fasse autrement. Toi, t'as cherché ton chemin. Oui, c'est aussi. toi qui l'as cherché. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux, on le vit mieux, et puis on se sent plus... je dirais, c'est peut-être pas le bon terme, mais on se sent plus mère, dans le sens où on s'affirme beaucoup plus. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément gagner de confiance en moi par rapport à mon fils, où je me rangeais derrière les avis des autres. Là... c'est-à-dire que dès qu'il est né, ton fils, on t'a dit elle fait pas comme il faut. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on t'a inscrit dès la naissance de son enfant. Ça marque les premières choses. Même dans un accouchement physio, quand le temps que la femme reprenne ses esprits, on laisse faire. On ne lui dit pas attrape ton bébé, fais ci, fais ça, fais machin. Ça. On risque vraiment ce que tu as vécu toi. Donc ça arrive dans un accouchement physio, ça arrive dans les accouchements par césarienne, ça arrive dans toutes les sortes de naissances, ça peut arriver. On laisse faire la femme et surtout on lui amène les choses de façon à la laisser mettre et lui laisser sa confiance en elle, parce que sa confiance en général on l'a, la confiance, mais là on peut la casser ou la mettre en avant. Va vite, hein. Il suffit d'un mot, d'une petite chose qui peut paraître anodine pour la personne extérieure, mais toi, ça pour nous, ça résonne. Enfin, je l'entends encore, qui dit mais elle fait pas ce qu'il faut, faut qu'elle lui parle. C'est Et ça a eu un impact, tu penses, sur la suite, sur ton... Toi, tu me dis, j'avais pas confiance en moi, maintenant j'ai confiance, après la naissance de Lilou, j'ai confiance. Ouais. Ça, c'est énorme quand même comme c'est impact. Énorme. C'est énorme, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça casse vite un moment qui est censé être magique en soi. Et puis même des relations derrière, parce que ta relation avec ton enfant, si t'as pas confiance en toi, les relations même dans ton couple, ou pour raffiner dans tes choix, tout ça a un impact. Ouais. Après, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient énormément. Donc du coup, c'est vrai que sur le moment, ça m'a perturbée. Après, j'ai quand même j'ai pas eu de difficulté à accepter mon fils et à de suite le materner. Mais c'est vrai que j'imagine des femmes qui peuvent avoir de difficultés. Moi, je sais que ma maman, quand elle a accouché, elle a eu un accouchement qui s'est très bien passé pour moi, mais elle a pas eu
Ce sentiment d'appartenance, c'est mon enfant, Oui, tout mais ça. ça arrive. Hein, Voilà. c'est vrai. Et du coup, là, pareil, hein, la sage-femme qui était là lui avait dit, écoutez, vous avez besoin de vous reposer, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc, elle l'a bien rassurée. Mais là, c'était l'inverse, c'était la famille. Oui, c'est pas normal que tu sois comme ça, etc. Et ça n'empêche non, ça n'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est très fusionnel avec ma mère et ça l'a toujours été. Mais pas au début. Voilà. Et ça, c'est OK. Hein, c'est juste, et c'est un tabou, ça. Ouais. Donc, tu fais bien d'en parler parce que, quel que soit l'accouchement, des fois, il y a un lien avec l'accouchement, des fois pas. Voilà. Oui, on dit que c'est instinctif, mais pas pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que il faut l'accepter, quoi. C'est pas être mauvaise mère que... Enfin, moi, ma maman, elle a été au top toute ma vie, elle est encore aujourd'hui, donc je veux dire, c'est des choses qui se passent, qui arrivent, et puis après ça reprend son chemin, mais tout à fait. Mais c'est vrai que j'imagine, voilà, des femmes qui peuvent avoir ce phénomène-là et qui en plus auraient des paroles comme moi j'ai eu, elle fait pas ce qu'il faut pendant un accouchement. Ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique, quoi. Ça peut avoir un impact énorme. La culpabilité, puis dans ces cas-là, on n'en parle pas. Parce que t'imagines si je dis que je ressens rien pour mon bébé qui vient de naître, voilà, donc les femmes n'en parlent pas et c'est terrible parce qu'en plus on leur met il y a qu'aux femmes qu'on met la culpabilité de l'instinct maternel. Hein. T'as jamais entendu parler de l'instinct paternel, hein, mais c'est fou parce que ça met une pression aussi aux femmes de se dire c'est l'instinct maternel, tu vas savoir quand ton bébé il pleure. Non, il y a des fois on sait pas. C'est ça. Voilà, donc on sait pas tout, on apprend. Oui, mais exactement, c'est ça. On apprend. Et puis, des fois, c'était pas la bonne chose. Et puis, des fois... en tout cas, on est là pour notre bébé et c'est tout ce qui compte. Hein. Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir apporté aussi ce sujet-là sur la table parce que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes et on n'en parle encore pas assez de ce phénomène-là, de pas avoir l'amour éternel qui nous tombe dessus comme ça. Mais il est où ce truc dont on m'a parlé ça attend un peu, des fois ça prend le temps de se connaître et oui, voilà. C'est particulier quand même, d'accoucher, c'est pas sûr. On dit oui, ça passera, c'est comme ça que mon mari me disait de toute façon tu vas gérer, parce que j'avais une angoisse, c'était qu'il soit pas là au moment où, si ça se déclenchait avant, qu'il soit pas là parce que son métier l'amène à être en déplacement et ça m'angoissait et c'était de toute façon tu vas gérer. Et c'est vrai que c'est gentil parce que ça veut dire j'ai confiance en toi, tu vas faire ce qu'il faut, mais dans un autre sens on peut vite se sentir seul. Le coparent il a sa place énormément. Bien sûr. T'as besoin d'une équipe de soutien pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Il y a besoin de soutien, mais c'est vrai que le coparent, on me disait c'est pas grave s'il est pas là. J'ai ma meilleure amie, la marraine de ma fille, qui me dit au pire moi je suis là. Ma mère qui me dit si moi je suis là aussi. Je dis mais vous êtes gentil, mais c'est lui que je veux. C'est lui dont j'ai besoin. Donc c'est vrai qu'une petite chose peut tout changer et c'est vrai que le fait de l'avoir eu à côté de moi, ça a changé énormément, quoi. Pour moi, c'était un accouchement, quoi. Voilà. C'est une vraie naissance. Ouais. Et si on connaît déjà ta réponse, mais si tu devais changer quelque chose sur la naissance de Lilou, tu changerais quoi ? Pas grand-chose. Non, vraiment, rien de toute façon, puisque... on change pas la nature, donc à part dire qu'elle se retourne et que je puisse faire une voix basse pour connaître ce que c'est, mais sinon pour ce qui est du vécu de césarienne, non, là pour le coup je changerai rien. Je ressors pas de là en me disant je sais ce que je veux pas. Là je sais ce que je veux et ce que je voulais je l'ai eu. En fonction de la situation, tu as pu aviser parce que les bébés décident de comment ils veulent naître aussi. Et du coup, en fonction de ça, tu as pu faire tes choix, tu as pu être actrice, et ça change la donne. Ah oui, complètement. Complètement. Ça change tout. Eh ben, merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup d'être venue avec ta petite Lilou, qu'on a entendu un peu. Et puis, je te souhaite plein de belles choses à venir. Merci infiniment. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.